là là. Bonjour, je m'appelle Eric, c'est moi qui vous présente cette avant-dernière émission d'Eugène. Je suis Eric, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, étudiant en BTS audiovisuel à Montbéliard, et je vais être avec vous durant 1h30 pour vous présenter cette avant-dernière émission d'Eugène. C'est l'avant-dernière émission d'Eugène car, comme vous le savez, Eugène s'arrête le 27 juin. C'est passé très vite depuis le début. Votre seul recours peut être regarder Eugène tous les jours durant cette semaine aux différentes heures de diffusion. Et pour finir dans la joie, Eugène organise le 19 juin à Audincourt, à la Salle Herrero, une fête. Cette fête commencera à partir de 20h et vous y êtes bien sûr tous conviés et attendus. Cette fête sera à l'image de ce qu'est Eugène depuis le mois de novembre. Il y aura des petits, des gros, des gentils, des rouges, des verts, des jeunes, des vieux. Il y aura des grands, des petits, des chiens, des chats, des parfums, des loups, des palots, des sages, des loups, des bourges et des prolos, des blonds, des brutes, des truands, des grands-mères et des barreaux. Chacun y trouvera son compte et tout le monde aura sa place dans cette superbe fête. À la fête d'Eugène, venez goûter la différence. Cette semaine, comme d'habitude, Eugène vous propose une émission un peu spéciale. Elle sera consacrée aux télévisions locales qui sont aussi bien françaises, européennes que mondiales. On peut en trouver par exemple au Brésil, un pays qui n'a pourtant pas beaucoup de fonds, alors pourquoi pas chez nous? Dans cette émission, vous allez voir plusieurs télés locales, dont Télé Sogé, une télé locale du Haut-Doubs. Nous avons également une bande d'une télé locale brésilienne qui s'appelle Pirate TV, qui, avec peu de moyens, arrive quand même à produire quelque chose de bien. Les Belges nous ont envoyé une bande provenant de leur télé locale, la télé locale la plus connue, qui se prénomme Nos Télé, pour qu'on puisse vous la diffuser. Et pour finir, une perle rare, Monsieur Bourquin, que vous connaissez bien, a créé il y a 20 ans une télé locale au niveau de Beaucourt. Il a ressorti de ses archives de vieilles bandes pour qu'on puisse vous les faire découvrir. Tout ça pour vous dire que la télé locale, ça marche partout ailleurs. Alors, pourquoi pas ici? Bah oui, pourquoi pas? Bah oui, pourquoi pas? Nous sommes en 93 après McLuhan. Toute la Gaule est occupée par les networks. Toute? Non. Un village peuplé d'irréductibles faiseurs d'images résiste encore et toujours aux despotes éclairés de la TV. Et la vie cathodique n'est pas facile pour ces aventuriers des camps retranchés du village global de la Chaudié, qui se battent pour que cesse le ronflement persistant du téléviseur lorsque le zappeur cherche désespérément son canal local. Télé Sogé, c'est en Franche-Comté, est né en 1978, parallèlement à la création d'un cinéma itinérant. Jusqu'en 1982, un magazine d'actualité locale, de 20 minutes environ, était diffusé en avant-première des projections Cinéma 16. Aujourd'hui, Télé Sogé est une télévision par câble, longueur du câble 2,50 m, qui diffuse dans une quinzaine de villages un magazine mensuel d'environ 1 heure, selon le principe de la télé-brouette. Télé Sogé est regardé par 10% de la population. Une vingtaine de bénévoles et 3 permanents se partagent les activités de production et de diffusion. Communautaire, ouverte, hertzienne, locale, associative, commerciale, subventionnée, utopique, de foire, permanentes, éphémères, libres, rurales, rurbaines, de campagne, riches, pauvres,
Alternative, régionaliste, en apnée, sous perfusion de salons, de quartiers, d'immeubles, satellisés à la carte, câblés, abstraites, juvéniles, pirates, joyeuses, sérieuses, aventurières, expressionnistes, bucoliques et brouettes. Allez, on y va, c'est la bonne. Au commencement, Dieu créa le sauget et le reste. Or, les postes de télévision étaient déserts et vides. Il dit que la lumière soit, et la lumière fut. Il vit que la lumière était bonne. Il l'appela mandarine, et les ténèbres sous exposition. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. 500 francs, 50 000 anciens francs, 800 francs, 850 francs, 850 francs de foire. Vendu. 20 francs, 20 francs de foire. 20 francs deux fois, vendu. Ton nom. Il dit que le sauget produise des animaux sages comme des images, différents les uns des autres, avec des taches, des cornes, des cloches, des rubans. Et il sentit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, deuxième jour. Il dit, jouez au bois, résonnez musette, que la joie soit dans les cœurs, faites de la musique. Il entendit que cela était bon. Alors, il créa la saturation et les boules quies, puis il se coucha. Il y eut un soir, il y eut un matin, troisième jour. Il dit que le spectacle commence, puis il ajouta « Moteur, action !» Dieu vit que cela rapportait beaucoup. Il y eut un soir, il y eut un matin, quatrième jour. Il dit, faisons le banc de montage à notre image, pour organiser, harmoniser, que tout cela s'assemble. Il vit que tout cela tournait rond. Il y eut un soir, il y eut un matin, cinquième jour. Exactement comme ça. Il dit que les canaux et les écrans foisonnent d'une multitude d'images. Croissez et multipliez-vous. Et tout ce qui fut dit fut fait. Il vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, sixième jour. Bon, où est-ce qu'il est bien? Ah, il va aller où, vous savez, Marie? Oui, mais il va me le prendre. Il en a plein. Non. Ah, ben voilà. Ah, mais il a fait fausse, l'autre. Il a faussé quand? Oui. Il dit, je suis vanné. Et il se reposa de tout ce qu'il avait fait pour la création de cette bonne œuvre catholique. Mais on a tellement de retard, de toute façon, ici. Bon, là, sur cette cassette-là, il y a un petit reportage sur la fête du cheval à chaque fois. Monsieur Pourchet, la chaux, tout ça, là, route routière, tout ça. Allez, plein de petits bouts.
Aujourd'hui, sur Télé Sauget, 3 reportages. La Flèche de Juillet, ou comment faire revivre une voie de chemin de fer désaffectée depuis 1939. Le comice de Montflovin. Et la dernière réunion du CIVOM avec le problème du traitement des ordures ménagères. On prend comme sujet surtout ceux qui ont un trait au village. Parce que les gens du village, ceux qui veulent voir, eux, c'est eux-mêmes. On a déjà essayé au début de la création de Télé Sauget de passer des reportages vidéo qu'on avait fait dans les villages voisins. Et les gens regardaient, mais au bout d'un certain moment, on voyait qu'ils n'étaient plus guère intéressés. Eux, ce qu'ils veulent voir, c'est leur tête. Alors c'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui par le reportage sur la fête de l'œuf. On a essayé déjà hier, surtout, de prendre les têtes des gens pour qu'ils se voient. Vous êtes producteur à FR3 National et vous êtes venu aujourd'hui pour faire une émission sur Télé Sauget. D'abord, je voulais savoir comment est-ce que vous avez connu l'activité de Télé Sauget. Ça fait quelque temps que j'essaye de voir un peu ce qui se passe en France en matière de télévision rurale et locale. Télé Sauget a été un choix pas tout à fait au hasard, parce que je l'ai connu au travers du festival du film rural, mais c'était quand même un choix un peu arbitraire, on aurait pu en choisir d'autres. L'idée était de montrer que ça bouge dans le milieu rural, en matière de vidéo, et de choisir un exemple pour essayer d'aller plus loin avec cet exemple-là. Alors nous avons choisi Télé Sauget. Télé Sauget, la plus ancienne télévision privée qui fonctionne dans notre région.
La loi telle qu'elle a été votée, la nouvelle loi sur l'audiovisuel, permet tout à fait à des associations telles que Télésoget d'émettre, en théorie du moins. Il y a un certain nombre de problèmes techniques qui sont peut-être pas tout à fait résolus. Il y a un certain nombre de problèmes d'autorisation qui dépendent, comme vous le savez, de la haute autorité. Moi, je pense qu'il serait intéressant pour les télévisions comme Télésoget de subir peut-être l'expérience de la diffusion. En ce moment, notre moyen de diffusion est périmé, hein, c'est-à-dire aller de village en village et de faire rassembler les gens, c'est périmé. Alors, je pense que si on peut aller chez les gens, ça sera mieux. Vous avez bon espoir que ce projet soit accepté? On a bon espoir, mais je crains qu'il y ait beaucoup d'embûches. Lesquelles? Est-ce qu'il y aura une onde hertzienne pour nous? Est-ce qu'il y aura de la place, hein? On est en zone frontière, on est dans la montagne, on n'a pas les bonnes conditions pour l'instant, au moins du point de vue émetteur. Nous allons aborder un tournant de l'émission. Nous allons essayer à présent de faire l'inventaire de ce petit catalogue que vous avez reçu, qui est la grille des programmes, hein. Alors, exceptionnellement, nous avons commencé la diffusion à 12 h parce que c'était le grand lancement. Mais sinon, nous commencerons vraiment les émissions hors retransmission à 18 h. Donc, nous allons envoyer le générique et nous vous donnons donc rendez-vous à 18 h. Donc, je suis venu pour défendre mon cas à cause de ceci. C'est Très tout ce bien. que j'ai à dire. Alors, merci Daniel Girardet. Je crois que vous avez pu montrer ce soir qu'une télévision de type Télésoget, qui est sporadique et épisodique, peut aussi être facilitée, je dirais, la démocratie locale et l'expression de, j'allais dire les lobbies, mais non, vous n'êtes pas un lobby, de l'entrepreneur, de l'homme politique ou du conseiller municipal. Merci à tous pour cette soirée sur l'emploi. Quand se déroulera un prochain événement comme celui-ci? Les confettis tombent de partout. Ça dépend, si c'est un anniversaire l'année prochaine, si c'est Oui. 10 ans dans 10 ans, etc. Ils sont endormis. Ça tourne. Bon, après cette expérience très réussie de télévision temporaire, Télésoget, vous n'allez pas vous endormir sur vos deux oreilles. Vous avez déjà travaillé pendant 10 ans pour multiplier les contacts dans la formule que vous appelez télébrouette, qui dit bien ce qu'elle veut dire. C'est que, à l'occasion de toutes ces pérégrinations, vous avez multiplié les contacts avec la population, vous avez dialogué. Or, une télévision locale, c'est fait pour dialoguer.
vous allez terminer avec ces rencontres internationales et les diffusions de Télé Sauget, vous terminez un feu d'artifice qui est très réussi. Et maintenant, il faut que vous continuiez, c'est-à-dire continuer à ensemencer le terrain sur lequel vous travaillez, en revoyant les populations, en continuant de les voir, en leur demandant d'apprécier ce que vous avez fait, pour vous permettre d'analyser vos résultats, de façon à, chemin faisant, et en continuant votre brouette, cadrer une perspective qui, à mon avis, doit être la vôtre, difficile, compliquée, qui est celle d'une télévision permanente. Et puis, son histoire, là, au fait, en 88, là. Oui. C'était bien, mon bonheur, là. Hein? Tout à fait, là. Oui. C'est pas mal. Mais par contre, on n'arrivait rien à voir. Oui, mais ça, c'est pas de notre faute, tu comprends, parce que le réseau TDF, hein, le réseau des émetteurs, là, ils sont pas faits pour câbler tout le monde. Ils sont pas faits pour faire du local. Ils sont faits pour faire du régional. Donc, faire une télévision, on peut pas faire une télévision hyper locale, hein, pour les petits villages, uniquement avec les émetteurs. C'est très difficile de faire de l'hertzien. Ouais, mais enfin, en se modernisant un peu, tu peux pas... Oui, non, mais c'est vrai. Hein? Si, il existe des trucs comme les micro-ondes, des choses comme ça, mais pour l'instant, il n'y a pas de loi qui régisse, ça. Donc pour l'instant en France, on ne peut pas le faire. C'est au point en Irlande, par là, mais pour l'instant à la chaux, pour l'instant on n'aura pas ça. Et puis, oui, t'es pas continué par là à faire comme avant, là. Oui, non, mais on a, si tu veux, là on s'est aperçu avec l'hertzien qu'on pouvait pas, ça marchait pas quoi, hein, qu'on pouvait pas le faire. À ce moment-là, on a rencontré FR3, on a dit voilà, on fait des émissions, mais on n'a pas moyen d'émettre. C'est-à-dire qu'au lieu de payer une somme faramineuse de factures TDF ou même d'élouer des émetteurs, ça revenait moins cher. Voilà, on utilise FR3 uniquement pour un émetteur. Et en plus, ça coûte moins cher. Toi, tu le reçois. Je sais que tu le reçois. Ouais. Hein, et on peut toucher plus de monde. On touche aussi bien les gens de Montbéliard, de Dijon, d'Auxonne. Et là, la semaine prochaine, on va faire le 40e numéro. Tu te rends compte, ça fait 40 mois qu'on fait un truc sur FR3. Autant aussi Hein? souvent ça. Et puis c'est pas ça fait 40, oui. Le 39e c'était les Mories, et puis là on va faire un truc sur le tourisme. Et l'année dernière, hein, on a participé à un festival à Marne-la-Vallée, et ça a eu le prix du meilleur festival de télévision locale dans toute l'Europe. Alors on n'est pas trop nuls quand même. Non, mais ça va pas. Hein? Malgré que t'es pas... Vous défendez pas mal. Malgré que t'es... Non, mais c'est vrai Non, faut mettre le... tout compte fait, moi, mon truc. Oui. Bon, ben, ils vont dire, ils touchent encore pas mal. Oui, non, t'as pas... Non, mais tes charges sont pas en totalité. Non. Parce que là, j'ai pas enlevé les 1 million. Les 1 million. Oui. Il y a 1,5 million de quota. Je les ai pas retirés de là. Oui. Faut que je les retire. Alors Oui, ça faudra fait les retirer, 45. oui. 45 plus les autres charges. Parce que là, je les ai pas enlevés. Donc tu le refais. La pénalité, là. Oui, tu le refais dans ce sens-là. Alors, ce coup-là, je refais. Ben alors, il ne veut plus rien me rester. Alors je paye 3,5 millions là-dessus sur ce que j'ai dépassé. Puis je serai que 9 vaches. Et pour le bien de la chose, il faudrait que j'en paye que 7. Ça va plus, quoi. Il nous reste 100 francs pour vivre, et puis c'est tout. J'ai été comme moi. 100 francs pour vivre. Moi, je traite, de toute façon, je traite le plus 6 vaches, le moins, pour le moment, 2 vaches. Une grosse ferme où il y a une quarantaine de vaches, ils m'ont les 2-3 veaux par mois, que nous, on n'en a point, on en a 2 par an avant, c'est tout. Ils ont raison de se fâcher. Enfin, j'allais dire des qu'on a dit aux gens produisez, mais en même temps, on n'a pas su limiter cette production et savoir en faire profiter tout le monde. Alors, il y a un non-sens, quoi, de dire à des gens tout le temps, produisez plus, puis tout d'un coup, sans préavis ou presque, on leur dit, bon, maintenant, on vous met une amende parce que vous produisez trop. Allez, va.
Allez, allez. Où t'es là-bas? Allez, chérie. Allez. Dis, comment? Pourquoi t'es agriculteur? Ben parce qu'il en fallait un pour aider mon père, alors c'est moi qui suis allé parce que j'étais le plus vieux, puis les frangins étaient bien trop jeunes pour lui aider, quoi. Alors une fois que j'ai été là-dedans, ben, je suis resté, puis ça y est. En 83, on avait donc 22 000 litres de lait. Bon, puis plus on va de l'avant, plus les charges sont plus élevées, on achète du matériel qu'on n'avait pas, on a acheté du matériel qu'on n'avait pas en 83. Alors il faut traire tout, hein. Autrement on ne peut pas tourner, on ne fait déjà pas tourner comme ça va là, avec 30 000 litres. Alors c'est sûr qu'il fallait traire un peu plus, mais tout là, comme il faut baisser comme en 83, traire que 22 000, ben, tout le monde a augmenté un peu. Alors les gens vont un peu de l'avant, ils trayent un peu plus, il y a bien plus de charges, il y a des emprunts, il y a des bâtiments. Je ne sais pas ce que je vais faire. Si on n'a plus le droit de... Là, je paye 1,5 million de ce que j'ai dépassé. Alors, c'est pas viable. On s'est partagé chez nous il y a 3 ans. J'ai 2 millions de remboursements par an. 1,5 million de quotas à payer. Ça fait combien de paye? Ma paye, là, combien je fais par an? 8,5 millions, je fais. 8 millions 5, là, quelque chose près. À 500 000 près. Le lait, hein. Alors, c'est sûr que ça fait pas des gros, ça fait pas des gros mois. Hein. Mais tu étais au courant quand même de ces quotas? Bien sûr, on était au courant, mais tout le monde était au courant. Enfin, voilà, 5, 6 ans qu'on en parle. Et puis pourquoi t'as pas fait attention? Ben, parce que, pourquoi j'ai pas fait attention? Ben, parce que, bon, ben, je dis, oh, ça veut peut-être pas exister, ça, ils en parlent, et puis ça veut peut-être pas venir, et puis, depuis le temps qu'on en parle, puis rien menait. Alors, on a dit, on va aller un peu de l'avant. Mais il manque de postes, cette année, patac-tac. Il va rester peut-être... C'est pas amusant en soi. Oui, j'ai mais- assez pour aller au bal ce soir, mais enfin, nom de Dieu, c'est pas une solution. Ben, non, mais ça c'est vrai que... Bonjour, aujourd'hui votre émission, si vous l'acceptez, consiste à casser du sucre sur le dos. Puis il y en avait qui demandaient les morilles, juste des filous, ils mettaient du plomb de chasse dedans pour faire du poids. Je me suis même trouvé avec un, c'était ce qu'il avait déjà vendu à un hôtelier là, du secteur. Et puis on entend le plomb, il grille, qu'on passait de son sèche à ce moment-là. Et puis il avait regardé, puis il avait trouvé des plombs dedans. L'année d'après, justement, je me trouvais là quand il venait y offrir des morilles. L'autre, il a dit, tu sauras que j'achète les morilles qui sont coupées au couteau, mais pas qui sont chargées au fusil. Ouais, c'est une histoire de morière aussi, ça.
Alors les morilles font partie un petit peu d'un groupe à part parmi les champignons. C'est des champignons qui sont la plupart du temps microscopiques, tout petits, insignifiants, qui font des espèces de moisissures sur les arbres, sur les branches mortes, même sur les feuilles ou bien sûr dans le sol. Et la morille est un petit peu à part dans la mesure où elle est de grande taille et en plus elle est comestible puisque tous les autres champignons qui font partie de ce grand groupe qu'on appelle les ascomycètes sont des champignons qui n'ont aucune valeur culinaire, voire éventuellement peuvent être toxiques. On a des espèces de morilles qui sont très liées, qui sont très fidèles, je dirais, à une espèce d'arbre bien particulière. Donc des morilles qui poussent sous les ormes, qui poussent sous les frênes, qui poussent sous les noisetiers, qui poussent bien sûr sous les sapins ou les épicéas. Et ceci correspond souvent à des espèces différentes. Donc on n'a pas les mêmes espèces sous des arbres différents. Et donc, mais c'est vrai que les gens ne font pas la différence. Pour eux, c'est toutes des morilles. Ils ont une tendance à distinguer deux catégories de morilles. Celles qui sont jaunes, qui sont rondes, ce qu'ils appellent la morille ronde ou la morille blonde. Et puis la morille noire, donc qui est plutôt liée, je dirais, aux conifères. Alors où est-ce qu'on les trouve, ces morilles? Ben, en principe, sous les sapins. Mais les sapins un peu isolés ou dans les coupes. Puis maintenant, il y en a beaucoup moins parce que les lisières des bois, il y a 50 fois plus de vaches qu'il y a 50 ans. Alors, puis ils coupent tous les sapins. C'est bizarre comme tout. C'est bizarre comme tout. Dans les plantations, on les trouve quand les plantations sont jeunes. Une fois qu'elles sont vieilles, il n'y a plus de morilles. Alors, une fois que le terrain est unique, il n'y a plus d'herbe, il n'y a plus de mouche, il n'y a plus de morilles. Puis quand les fûts sont 1,50 m, 2 mètres de haut, c'est pas mauvais à les surveiller. Mais c'est pas facile à voir. Mais une fois que vous avez l'œil expérimenté, vous passez ici à 15 mètres d'une morille, moi je la voyais. On la trouve partout, on la trouve, il y a des morilles, des espèces de morilles qu'on trouve dans les décharges. On en trouve au bord des routes, on en trouve sur ce qu'on appelle les places à feu. Donc les endroits où il y a eu des feux en forêt, c'est souvent très propice aux morilles, où il y a eu des arbres abattus. Et je dirais la nouvelle mode actuellement, c'est de chercher les morilles où on écorce les résineux. Et donc, quitte à aller, je dirais, sur les ronds-points du Haut-Doubs ou même partout en Franche-Comté pour chercher les morilles où on a entassé des écorces de conifères, donc de sapins ou d'épicéas. J'en ai compté plus de 500 de coins de morilles. Mais il y en a maintenant qui n'existent plus, je l'ai entendu. J'ai compté tous les coins où j'en avais trouvé, où on n'en trouvait plus, puis j'en reviens des fois une ou deux. Il ne faut pas avoir peur de faire des kilomètres. Hein. Je tiens un cahier d'année en année pour dire, ben tiens, là, sur le Grand Mont, par exemple, sous le sapin à 3 branches, c'est une supposition, ben, j'en trouve là. Je ne sais pas, moi, qu'est-ce que je peux vous dire? Chez Pipicatet, par exemple, derrière le bois, il y en a d'autres. Je l'appelle la place à Bolreda parce que j'avais vu Bolreda qui sortait de là. J'ai dit, ben tiens, j'ai trouvé des morilles. Alors j'ai dit, ça c'est la place à Bolreda. Il y a des fois qu'on est suivi. Il y en a qui vous voient et qui vous essayent de vous suivre. Alors quand on s'en aperçoit, ben là on rigolait. Ah oui, parce que on va s'arrêter dans un coin où on sait qu'il n'y en a point, puis on fait semblant d'en cueillir. Les types sont tout contents, ils disent voilà un coin, on ne le savait pas. Et puis ils y retournent, il n'y a jamais rien. Ah oui.
C'est des champignons qui n'ont pas de lamelles. Et on sait au niveau du chapeau, il y a toute une série d'alvéoles. On a un tissu particulier. Et ce tissu particulier contient des espèces de petites bouteilles qui contient ce qu'on appelle des spores. Donc lorsque la morille est mûre, la petite bouteille s'ouvre et les spores sont ensuite transportés par le vent un petit peu partout, et qui permet d'expliquer que les morilles finalement peuvent apparaître dans des endroits où elles étaient inconnues auparavant. Il y en a beaucoup qui prétendent qu'elles ne poussent plus quand on les a vues, mais ça c'est un truc de fou. Ouais, ben, un coup, j'en ai cueilli 9 kilos à la même place. Ben, dans une coupe aussi. Ben, il y en avait partout, là. Il y en avait sur 100 mètres, c'était que des morilles. Avant, on les mangeait en croûte toutes seules. Ben, maintenant, comme il n'y en a plus assez, on mélange 7-8 sortes de champignons. Ben, tout dessèque, quoi. Il faut les mettre sécher, pas au soleil, hein. Il faut les mettre sécher au-dessus d'une cuisinière, si vous voulez, puis pendant au moins 2 mois de temps pour le moins. Oh oui, qu'elle soit bien sèche. Pour la meilleure recette, la morille, la meilleure, c'est autour de rôti, dans la sauce. Ah, voilà, c'est là que le goût de la morille ressort le mieux. Ah oui. Alors, tu vois, ben, un rôti de bœuf, quoi. Un rôti de bœuf? Oui. Vous le cuisinez comment? À la cocotte. À la cocotte? Oui, avec des morilles. Avec des morilles, il faut pas que ce soit trop sec. Oui. Ah, ben, exactement. C'est certain que c'est très bon, mais quand vous avez une bonne omelette de mousseron de printemps, je crois que ça vaut largement la morille. T'en es où avec les quotas? J'en ai eu un peu. J'ai eu, attends voir, j'ai dit 7000 litres, 8000 litres. T'as un peu plus alors, Ouais, t'as j'ai un augmenté. peu plus, ouais. Puis tu vas pouvoir aller Alors, au... on vise tellement juste qu'on n'arrive même pas à ces quotas pour pas avoir une... Parce que les pour ne pas avoir un... Tu te rappelles les dernières, payer. le film, tu t'es demandé si tu allais pouvoir aller au bal. Oui. T'y es allé quand même? J'y suis déjà retourné, oui, Ouais. oui. Puis cette année, tu vas y retourner? Oui, si je suis pas malade. Ah ben, je vais y retourner, arrête. Allez, salut. Bon, allez, amusez-vous bien, tous. Oui. C'est pas de l'info locale, on n'est pas des localiers, hein. On n'est pas comme les flics qui font le tour d'un secteur pour dire c'est mon coin. Non, il faut habiter, il faut vivre là, il faut vivre dans le secteur, dans le pays, hein, pour pouvoir faire une télévision locale de pays. Je rentre la brouette. Allez, terminé. C'est quoi déjà Télé-Sogé? Télé-Sogé, une télé locale du Haut-Doubs. Nous avons également une bande d'une télé locale brésilienne qui s'appelle Télé Pirate, Pirate TV. Attention, nous sommes dans la plus grande favela d'Amérique latine, à Rosina. Nous allons savoir ce que les gens d'ici connaissent du sida. On va demander aux gens de la rue, à ceux qui travaillent, les bien éduqués ou les gens de la samba. On va interviewer tout le monde. Allez, n'aie pas peur. Viens avec moi. On doit savoir comment on évite la chose, comment on l'attrape. Quand on connaît la chose, c'est plus facile et la vie continue. Allez, allez, viens, on va voir. Sida, c'est quoi? Une bête? C'est un mauvais sort qui atteint le monde entier. Un de mes amis n'a vécu que 3 mois atteint du sida.
Ele não sobreviveu muito tempo, não. Só 2 meses. Le sida, c'est une chose très mauvaise. Je ne tiens pas à l'attraper, ni ne le souhaite aux autres. Nem para meu povão. Só quero que Deus me dê muita fé. Ce que je souhaite, avoir la foi du sang pur, tout le monde en bonne santé. Às vezes dói não ter um chinelo pra calçar. Só com a roupa do corpo eu fico pelado esperando. Personne ne tient à la voir. C'est très douloureux. Tristement, c'est la fin de la vie. Et quand tu l'as, tu ne peux plus t'en sortir. Pour moi, le sida, c'est rien. Aujourd'hui, quand on sort dans la rue et qu'on rencontre une fille, on a peur. Et on ne sait pas si on y va ou pas. Se sai ou não sai, a pessoa se torna hermafrodita. Pour moi, c'est une maladie comme les autres. Dieu me préserve. Moi et mes fils, on a peur de cette maladie. Qui n'a pas peur? Eu não tenho entendimento dessa doença. Moi, je n'ai pas peur de cette maladie, parce que je suis un peu sauvage, et c'est pour ça que je n'ai pas encore attrapé une fille qui a ça. Mes amis non plus. Ici, peu de gens savent qui a le sida. On en entend parler, mais j'ai jamais vu personne. C'est une maladie contagieuse qu'on ne guérit pas. Les médecins n'ont rien trouvé, mais un jour, ils trouveront. Acho que não tem, mas ainda não acharam, os médicos não acharam, né? Mas eu creio que algum dia eles vão achar. É uma doença que tem há muitos anos, começou agora. C'est une maladie qui date de longtemps, mais qu'on découvre seulement maintenant, et qu'on appelle sida. Pour vous, le sida n'existe pas? Non, j'y crois pas. Pour moi, c'est pire que la bombe atomique. Não se deve fazer mistério da AIDS. A AIDS mata, mas a vida também mata. Quer dizer, qualquer On ne doit que pas está en faire un vivo mystère. pode morrer. Le sida tue, mais la vie tue aussi. On doit démystifier le sida comme une autre maladie. Quer dizer, uma doença em que a medicina está buscando a cura. La médecine como fait des câncer recherches também. comme pour le Então, nós não cancer. devemos ter preconceito Il ne faut contra pas a AIDS. appréhender. Devemos falar sobre o assunto e procurar nos informar. Temos que nos Il faut informar parler du mais. sida, E é isso aí, s'informer, buscar informações sans agora appréhension. sem preconceito nenhum. Porque o Parce que cette preconceito appréhension, vai cette peur, acabar abafando va étouffer le e problème fazendo com que ele et se propager encore plus. On propague doit en cada vez parler mais. Quer dizer, temos que falar e desmistificar. et démystifier. Dieu n'a pas fait l'homme infirme, ce sont les péchés qui font ces infirmités à travers l'homme. Et maintenant, toutes ces infirmités courent la terre. Il y a une solution, Jésus. C'est une maladie qui va enrayer la sexualité du monde. Je ne suis pas croyant, mais la Bible dit qu'en l'an 2000, il y aura plus de sexe. Et voilà, ça commence. Médico nenhum da terra cura, mas Deus cura. Savez-vous comment on peut éviter cette maladie? Moi, je sais pas. Só se eu for nos pés de Deus e pedir Si, muito a Deus que je Deus sais. possa me guardar. Je n'ai qu'à demander à Dieu de me dessa protéger. doença. Tem medo dessa doença, Je n'ai pas não. peur du sida. Tem não, porque a gente só C'est morre Dieu da qui doença détermine que de Deus quoi je vais termina, mourir. né? Si je dois mourir de ça, je eu não me l'accepte. defendo. A AIDS é isso aí. Le sida, c'est le prix du É o péché. preço do pecado. Entendeu? É o La preço do Bible parle pecado. de ça, et E a c'est própria peut-être Bíblia le prix fala, qu'il né, faut sobre payer. A praga final. E eu acho que essa AIDS, quem sabe se não é essa praga final. Eu acho que a gente não tem que caminhar Il por ne aí, faut não. pas Eu penser sempre comme ça. costumo dizer Si que Dieu avait voulu que se l'homme Deus soit quisesse puni, que o homem il n'aurait fosse pas envoyé son constantemente Fils sur la castigado, croix, ele mourir não pour tinha nous enviado sauver. o filho dele, Jesus Cristo, para morrer na cruz para salvar. Agora, eu Les vejo gens que as doivent pessoas lutter têm pour que lutar vivre, para ir que ce tirando soit da contre la própria maladie vida ou tudo aquilo que l'injustice. é situação calamitosa, quer seja de doença, quer seja Et de je crois injustiça que ça n'a rien social. à voir avec la E acho punition de que Dieu. a AIDS não tem Tout nada au a ver com plus, essa história de castigo une de alerte. Deus, não. De repente pode ser um alerta, né? Alô, gente. Do
gente, tudo bem, tudo legal. Eu não tenho dinheiro, mas tenho saúde, não vou muito mal. Alô, gente, tudo bem, tudo legal. Eu não tenho dinheiro, mas tenho saúde, não vou muito mal. Eu não tenho dinheiro, mas tenho saúde, não vou muito mal. O sofrer é da vida. C'est la principale forme de protection contre le sida. Elle est faite d'un caoutchouc très fin qui n'enlève pas le plaisir à l'acte sexuel. Au bout, il y a un réservoir pour recevoir le sperme. Pour mettre le préservatif, il est important de serrer le bout pour chasser l'air afin qu'il n'éclate pas. Ensuite, dérouler jusqu'à la base du membre. Vous pouvez commencer la relation sexuelle. Il est important à la fin du rapport de vite retirer le préservatif pour éviter les débordements et de le jeter ensuite. Beaucoup de gens disent que le préservatif enlève le plaisir, altère le goût. Il est important de dire que c'est une habitude comme tant d'autres choses dans la vie. En plus de ça, c'est la seule protection contre le sida. Como tanta coisa na vida a gente se habitua, a camisinha também é a mesma coisa. Além disso, a camisinha é a única forma eficaz de se proteger contra a AIDS. Bom, meus amigos, Bon, mes amis, aqui termina o nosso ici se termine notre travail. A gente quer Et nous voulons agradecer a todas as remercier pessoas que tous deram les gens de la entrevistas, favela, depoimentos, même ceux qui ne sont pas apparus à l'image. mesmo aquelas pessoas que não apareceram. L'objectif de notre travail était d'aider la Era communauté ajudar a comunidade. à se défendre contre cette chose appelée SIDA. Só que tem uma coisa. Mais le problème ne o papo s'arrête não pas là. termina aqui, não. Cette merde O va papo continuer. continua. O papo Chez continua toi em avec casa, ton com fils, seu filho, chez com ton seu voisin, vizinho, na escola dans com l'école seu de tes filho, enfants, na à escola l'école de samba, samba, no grupo de avec tes pagode, copains quand tu fais la fête. Dans tous les coins de rue, partout il y a cette merde. C'est pour ça qu'il faut communiquer. Nous avons une bouche, quelle merveille pour parler. Alors il faut s'en servir, on ne paye pas d'impôts pour avoir parlé. Parlez, parlez. Il faut parler du sida. Fala sobre AIDS, Communique, procura se informar, cherche à se t'informer, conhece, cherche pergunta comment como é que c'est, não é. comment Entendeu? c'est É assim pas. que a gente entende as C'est coisas. comme ça qu'on comprend les Não choses. precisa ter medo, a Rocinha já T'as tem pas besoin problema d'avoir demais. peur, t'as déjà plein de problèmes, mon Mas, ami. inclusive, o meu Et problema, moi aussi, comme toi, j'ai des problèmes. Et mon problème, c'est que j'en ai marre. Bon, tiens ta cravate que tu m'as donnée. Tiens la capote aussi que tu m'as filée et que je vais pas utiliser. Quand veux-tu que je vive en sachant que je suis malade? Allez, salut, je m'en vais. Ce qu'on a oublié de vous dire, c'est que l'association concernant Eugène qui devait se créer, à peine commencée, doit maintenant s'arrêter. Car les élus ont décidé de stopper Eugène et de lancer un projet de faisabilité. Nous espérons vivement qu'il sera positif et pouvoir retrouver Eugène d'ici quelques temps. Qu'est-ce qu'une étude de faisabilité? En fait, c'est une personne qui va être payée pour étudier et voir s'il est possible de promouvoir une télé dans l'aire urbaine du pays de Montbéliard. Une télé locale dans le pays de l'aire urbaine. Une télévision locale dans l'aire urbaine. Peut-être que dans quelques semaines, quelques mois, quelques années, vous retrouverez Eugène, votre télé. On voulait faire une association pour continuer une télé locale et créative, mais on va pas faire comme la 5, on vous demandera pas de sortir vos mouchoirs et de pleurer. Prenez simplement votre stylo, votre plus belle plume et écrivez-nous des poèmes. Nous avons déjà reçu beaucoup de poèmes, je vais vous en lire un. Je sous-signais Hervé Dubreuil, technicien à Radio France Belfort, déplore l'arrêt des émissions d'Eugène et souhaite que les pouvoirs publics, locaux, donnent les moyens à ce genre de médias de faire leur travail. C'est indispensable, sinon louable. Eugène est mort, vive Eugène. Un autre poème. Eugène, on ne s'aperçoit pas toujours de son existence, mais s'il n'existait plus, il nous manquerait quelque chose. Il faut qu'Eugène vive et vive Eugène. Jean-Pierre Gauvigneau, journaliste à l'Est républicain. Un autre encore. Monsieur et Madame Pierre Petit, et beaucoup de personnes vous disent « Continuez, ne baissez pas les bras ». Bien reçu, Monsieur Petit. Et un dernier, pour finir, qui vient de Monsieur et Madame Michel Gollard. Mesdames, Messieurs, câblé depuis peu, 11 mai, j'ai découvert avec surprise et satisfaction Télé Eugène. Il est bien évident qu'une télévision locale est absolument indispensable pour informer, éduquer, distraire d'une façon locale les habitants. Ce qui, bien sûr, ne peut être fait aussi bien par une chaîne nationale et même régionale.
Je vous encourage donc à continuer et avec le temps à vous bonifier. Je vous apporte mon soutien dans l'espoir de voir continuer longtemps cet essai que vous avez parfaitement réussi. Recevez mes salutations et mes meilleurs vœux. Bon bah, puisque tout le monde est d'accord, pourquoi ça continue pas? Bah oui, pourquoi? Les Belges nous ont envoyé une bande provenant de leur télé locale, la télé locale la plus connue qui se prénomme Nos Télé, pour qu'on puisse vous la diffuser. Mesdames et messieurs, attention, je vais vous faire une chanson. Le sujet en est ambitieux. De mon image, je suis soucieux. En 1990, c'est l'heure des communications. Madame, Monsieur, bonsoir. Dans notre page magazine, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Dans quelques instants, vous allez retrouver le JT. Madame, Monsieur, bonjour et bon appétit. À la fin de ce journal, vous entendrez... Bonsoir. De plus en plus, les communes se mettent à l'heure de l'écologie. Notre télé, la télé de tous les jours. Le tri, un poème de Jules Pivert. Une boîte en carton, je recycle. 2 pots de banane, c'est pour le compost. 3 bouteilles en verre, c'est pour la consigne. Un raton laveur, c'est pour mon petit frère. Un jouet cassé, c'est pour le plastique. 47 journaux, c'est pour le papier. Et un raton laveur, c'est pour ma petite sœur. Trier les déchets, c'est déjà les recycler. Madame, Monsieur, bonsoir. Vous le savez sans doute, les travaux du TGV donnent lieu à des fouilles archéologiques sur le futur site. Ce vendredi après-midi, à Bruyères, dans l'entité d'Antoing, le conseil communal antoinien était invité à se rendre sur le site de la Villa romaine, afin de se rendre compte de l'importance du chantier de fouilles. Dominique Delporte et Philippe Malice ont accompagné les conseillers dans leur visite. Bon, voilà la baignoire. Avec son conduit d'évacuation en plomb qui est noyé. Nous avons été mis au courant de la part de la région wallonne de découvertes significatives ici à Bruyères, sur le site du TGV, où il y aura une tranchée ouverte de plus de 18 mètres ici de profondeur. Et il nous a semblé intéressant de convoquer le conseil communal pour qu'il puisse découvrir cette magnifique villa qui a été mise à jour par l'équipe des archéologues de la région wallonne. Effectivement, le site en vaut la peine. Le dernier secteur vient d'être ouvert et il permet une vue d'ensemble de cette fouille d'une villa romaine du IIe siècle. Bâtiments, hypocauste, baignoire, puits, annexes, fosses dépotoirs et dernièrement 2 fours ont surgi du sol grâce au patient travail des archéologues. Archéologues qui se félicitent des bonnes relations existantes avec la ville d'Antoing. Par exemple, nous avons pu bénéficier d'une nacelle qui est venue sur le terrain et qui nous a permis de faire quelques photos en vue de haut, en hauteur, ou alors la ville d'Antoing nous a permis d'avoir de l'eau, parce que l'eau, on en a plus que besoin à certains moments, et sans eux, c'était difficile d'obtenir de l'eau à cet endroit-ci. Les fouilles de la villa romaine de Bruyères touchent à leur fin et le site sera prochainement livré au bulldozer. Mais cette ville-là, il faut le dire, ne serait peut-être jamais sortie du sol sans le passage du TGV, car la région wallonne dispose d'à peine assez d'argent pour effectuer ce qu'elle appelle les fouilles de sauvetage, c'est-à-dire les fouilles indispensables. Quoi qu'il en soit, c'est avec un peu d'amertume que certains regardaient ces vestiges du passé, même si l'on pense en sauver quelques éléments.
Ça me confirme dans mon idée que c'est dommage que le TGV passe à Antoing. Parce qu'on découvre des choses qui sont formidables. Et c'est malheureux de les détruire pour le TGV qui va ne servir à rien pour le Hainaut occidental. Les fouilles ont été intéressantes puisqu'elles ont permis de dégager des objets qui sont actuellement en dépôt à Antoing. Alors, ce que je souhaiterais, c'est que le tout soit centralisé quelque part, à Antoing de préférence, pour que l'on puisse montrer dans un musée archéologique le résultat des fouilles nécessitées par le passage du TGV. Et si je me base sur ce qui s'est fait en France, dans certaines régions, on aurait intérêt à avoir un seul musée dans lequel on trouverait tout le résultat de ces fouilles et non pas avoir une série de musées à Rhume, à Antoing, à Pérouet, à Leuze, à Ath, etc. On l'appelle The Beer Hunter, le chasseur de bière. C'est l'une des sommités mondiales en matière de blonde et de brune. Ce vendredi, Michael Jackson, puisque c'est ainsi qu'il s'appelle, était présent à la brasserie Dubuisson à Pipet pour préparer la nouvelle édition de son guide des bières belges. Dominique Connard et Noël Claus l'ont rencontré au cours de son enquête, un verre de bûche à la main. Inutile de faire des jeux de mots sur son nom, Michael Jackson est anglais et il a déjà une renommée mondiale quant aux nombreux livres qu'il a écrits sur la bière. Le moins que l'on puisse dire est que notre critique a de la personnalité. Il ne mâche d'ailleurs pas ses mots, la bière mexicaine c'est de la bêtise et la bière allemande c'est ennuyeux. Il est dès lors plus facile de se laisser convaincre puisqu'il ne tarit pas d'éloges sur les bières belges. Ce vendredi, Michael Jackson a visité la brasserie Bush à Pipet en vue d'une réédition de son fameux guide des bières belges. Le seul livre que j'ai consacré à un pays est mon livre sur les bières belges. Et dans ce livre, je parle beaucoup de la bûche. Selon Michael Jackson, la bûche est une bière de Wallonie avec un accent anglais. On ne peut pas vraiment la cataloguer parmi les bières fabriquées en Hainaut. Il y a un style très classique de bière dans cette partie-ci de la Belgique, qui est la saison. Il y a de très bons exemples de saisons faits dans cette partie du pays. C'est le style régional du Hainaut. Il y a des saisons classiques faites par la brasserie à vapeur, la brasserie du Pont, la brasserie Lefebvre et la brasserie de Silly. Mais cette bière n'est pas une saison. Moralité, ça valait le détour. Après quelques verres, Michael Jackson s'est rendu à Oudenaarde pour en apprendre plus sur les bières blanches. À chacun sa méthode pour se tenir en forme. La télé de tous les jours. J'essaye de comprendre. L'autre soir, je cherche mon papa partout. Maman me dit, tout va bien, ne t'inquiète pas, il suit des cours du soir, il se recycle. L'autre jour, Madame Dufour, ma maîtresse d'école, dit, le papier, le verre, le métal, il faut les recycler. Je me suis dit, tout va bien, les choses suivent leur cours. Vous n'avez pas compris? Alors il faut vous recycler. Pour préserver notre environnement, utilisons des matières recyclables et recyclées. Et pour finir, une perle rare, Monsieur Bourquin, que vous connaissez bien, il est notre diffuseur hertzien, nous a passé une de ses vieilles bandes. Putain, je vais pas y arriver. Un, deux. A ressorti de ses archives. Ouais, en plus, il faut que je dise qu'il a fait quand même une télé locale il y a 20 ans à Beaucourt. Il était une fois, il y a quelques années, à Beaucourt, des habitants qui ne recevaient pas les programmes télévisés français ou étrangers dans des conditions, ma foi, acceptables. Un beau jour,
Une idée germe chez un de ses habitants. La différence, elle fut étonnante. Vous êtes maintenant ces téléspectateurs privilégiés. Monsieur Martin, qu'est-ce que vous pensez de la télédistribution? Ben, c'est magnifique. Depuis qu'il y a ceci, on est beaucoup mieux servi qu'avec les antennes personnelles. Les images sont meilleures? Elles sont bien meilleures, oui, parce qu'on arrive à capter vraiment magnifiquement. Oui, parce qu'on est mal placé ici à Beaucourt, surtout dans ces coins-ci, pour capter raisonnablement avec une antenne sur le toit. Avant, vous aviez des antennes sur le toit? Oui, j'avais une antenne sur le toit, une antenne personnelle, et puis ça donnait plus ou moins bien satisfaction. Oui. Qu'est-ce qu'on peut vous demander? Qu'est-ce que vous souhaitez pour l'année 1979? Eh ben, que ça marche toujours aussi bien, et puis qu'il y ait pas mal de personnes qui fassent comme j'ai fait, qui n'en seront pas mécontents. Et qu'est-ce que vous pensez des émissions qui passent, les films qu'on repasse, tout ça? Elles sont bien, mais manque de pas, il n'y en a pas beaucoup assez. Hein. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il n'y en a pas assez? Pas assez. Par l'avenir, je vous promets que ça va s'arranger et tout ça. Ce sera bien, oui, j'aime bien. On voit quand même un petit peu Beaucourt, on apprend quand même des petits trucs, parce que nous, on regarde beaucoup la télévision. On est deux petits vieux, là, bien pépères, bien tranquilles. Hein. Alors on aime comme bien voir un petit peu la télévision, hein, surtout quand il fait mauvais temps. Hein. Et vous, monsieur, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est bien fait pour beaucoup de ce que vous avez fait, parce qu'on a les 8 chaînes de télévision, que ce soit l'Allemagne, la Suisse, et puis les 3 chaînes françaises, mais c'est quelque chose de merveilleux. Eh bien, je souhaite un plus grand succès si on peut dire, plutôt une plus grande réussite à Patrick, que la télévision française le laisse tranquille, puis lui laisse faire ses émissions. Ça ne dérange personne, on ne fait pas de politique, on n'embête personne. Oui, vous le méritez, je crois. Enfin, je veux dire par là, les Beaucourtois le méritent bien, ils se sont donné assez de mal. Comme ça, ben bien sûr, et puis les Beaucourtois, quand même, il faut dire la vérité, tout le monde, à part quelques, bien sûr, on en est quelques-uns qu'on n'a pas de voiture, on est quand même éloigné de tout. Puis c'est très agréable, moi qui suis à la retraite maintenant, c'est très agréable de regarder la télévision, et puis de regarder encore les émissions de Beaucourt encore. Très bien, alors que ça continue. Que ça continue, puis encore une plus grande réussite, sur une plus grande échelle, allez. Eh bien voilà, c'est très bien. Eh bien, nous poursuivons avec le mot du président de l'amicale des téléspectateurs. Beaucourtois. Amis, bonsoir. Patrick vous a expliqué le fonctionnement de la télédistribution. À mon tour, je vais vous parler de l'origine de cette réalisation. Dès que nous avons étendu notre activité à la radio et télévision, nous nous sommes aperçus que les téléspectateurs qui n'habitaient pas sur les hauteurs étaient quelque peu déçus de la réception image. Aussi, nous avons voulu leur faire profiter au maximum de leur téléviseur. C'est ainsi que nous avons installé une antenne collective pouvant desservir largement toute la ville de Beaucourt. C'était en 1974. Depuis environ 200 foyers sont raccordés et je crois ne le regrette pas. Depuis, TDF s'est réservé le monopole des télédistributions et nous sommes contraints de ne plus étendre notre réseau. Néanmoins, nous espérons que cette situation s'améliorera dans le courant de l'année qui vient et qu'un peu plus grand nombre de téléspectateurs puissent bénéficier de cette nouvelle technique. Pour terminer cet exposé, je vous adresse mes meilleurs vœux de bonheur et de santé pour la nouvelle année. Eh bien voilà, à Beaucourt, on a des idées, mais on a du mal à les appliquer. Nous vous souhaitons une très bonne journée en terminant notre émission. Tout ça pour vous dire que la télé locale, ça marche partout ailleurs. Alors, pourquoi pas ici? Bah oui, pourquoi pas? Bah oui, pourquoi pas? Bon bah c'est bon. Comme pour toutes les semaines, mais plus pour très longtemps, les infos locales.
Bonjour. C'est encore moi qui vais vous présenter cette semaine les informations locales d'Eugène. Si ma tenue peut vous sembler un peu légère, c'est parce qu'Eugène part bientôt en vacances. Et en plus, il fait très très chaud. Alors tout de suite, pour les infos d'Eugène, la fête du sport à Sochaux. Donc je me présente, M. Tramu, responsable de l'organisation de la fête du sport à Sochaux. Le dimanche 27 juin, avec le concours et le soutien de la municipalité de Sochaux, toutes les sections de l'US Sochaux, avec les clubs de l'aquatique, club sochalien, le vélo club sochalien et l'avant-garde, section de gymnastique, organisent une grande fête sportive. Cette fête est organisée pour pouvoir faire participer le maximum de Sochaliens, Sochaliennes et tous les habitants de la région qui voudront venir essayer et pratiquer un sport de leur choix. Nous proposerons des sports de démonstration tels que judo, karaté, gym. Nous proposerons aux gens qui le désirent des sports qu'ils pourront pratiquer, à savoir du handball, s'initier au volley, au tennis. Nous proposerons aussi aux personnes qui veulent s'intéresser au sport d'eau, des baptêmes de plongée qui seront organisés par la section de l'Aquatic Club. Le VTT sera aussi proposé sur un circuit autour du complexe sportif pour les gens qui le désirent. Donc la section de ski et randonnée de l'US Sochaux vous proposera le mur d'escalade pour les personnes qui veulent s'initier à ce sport. Donc nous proposerons aussi à tous les gens qui le désirent de participer donc gratuitement à toutes ces épreuves sportives. Donc nous aurons des épreuves qui leur permettront de pouvoir s'initier à ces différents sports. Et tous les gens qui auront participé recevront un cadeau. Tout au cours de cette journée, l'animation sera permanente de 9h jusqu'à 17h le soir. Donc nous proposerons sandwich et buvettes aussi pour les gens qui sont un peu moins sportifs et qui voudront se désaltérer pour ce jour-là. Donc la municipalité ayant mis à disposition tout le complexe sportif, tout le matériel nécessaire pour l'organisation, aussi bien sur le plan financier que matériel, soit remercié ici. Donc nous ferons aussi pour les personnes qui ne pourront se rendre sur le site ce jour-là, une plaquette est éditée et pourra donner tous les renseignements nécessaires pour les gens qui veulent savoir les activités sportives sur la ville de Sochaux. Donc cette plaquette est disponible en mairie et dans différents lieux de Sochaux. Donc les personnes qui veulent participer à cette fête et avoir plus de renseignements nécessaires donc pourront me contacter, M. Tramu, au 81 94 47 78. Nous sommes tous à leur disposition pour pouvoir donner le maximum et que cette fête soit une réussite totale. Mourad Anish, directeur du CCRL, Centre culturel des résidences à Belfort, et Françoise Garoudy, prof de danse, vous annoncent et organisent un concours de danse qui aura lieu le samedi 26 juin, à partir de 20h, à l'esplanade du Centre culturel de la rue de Londres à Belfort. Je suis Mourad Anish, directeur du Centre socioculturel de la rue de Londres, donc au cœur du quartier des résidences. Nous proposons de multiples activités aux habitants du quartier et aussi au-delà du quartier. Donc nous avons la Maison des Femmes qui fonctionne d'une façon un peu plus autonome. Nous avons une bibliothèque riche d'un millier d'ouvrages spécialisés en contes de tous les pays, sur tous les pays de la Méditerranée. Nous proposons aussi des cours arabes, surtout pour les jeunes. Nous avons un foyer-bar qui est ouvert à tous, un lieu de convivialité surtout, les boissons, dominos, jeux d'échecs, et éventuellement jeux de cartes également. Nous aidons aussi les jeunes à la recherche d'emploi. Nous faisons le curriculum vitae, l'aide de motivation, recherche de stage. Nous faisons aussi office administratif, tout ce qui concerne les assurances, remplissage pour la CEDIC, etc. Nous avons aussi un cours de danse contemporaine de l'École nationale de musique de la ville de Belfort qui s'est implantée ici depuis 2 ans maintenant. Donc à ce sujet, nous allons organiser un concours de danse le 26 juin à 21h ici, dans ce lieu. Un concours ouvert à tous, en 3 catégories, enfants, jeunes, adultes, tout le style de danse. Et là, nous avons 110 participants, ils sont inscrits depuis jusqu'à aujourd'hui. Et ce qui correspond à peu près 30 groupes qui se décomposent souvent beaucoup de jeunes du quartier, beaucoup d'adolescents. On a aussi des inscrits qui viennent d'Alsace, de Colombie-Fontaine, de Montbéliard.
Et on est un peu victime du succès, on ne pensait pas avoir autant de monde, mais on est content. Et ça se passera donc le 26 juin à 21h. On aura une animation, buvette, merguez, brochette, etc. On avait pensé à n'importe quoi, en fait, danse folklorique, rap, modern jazz, classique, etc. Là, on a beaucoup de rap et de modern jazz. On a aussi de la danse maghrébine, de la danse africaine, du néoclassique. Là, on verra ce que c'est. Hein. Et il y a un groupe qui paraît intéressant, c'est des jeunes filles turques qui dansent du rap sur une musique turque. Donc des jeunes filles de 7 à 8 ans. Et donc c'est vrai que c'est surtout le modern jazz et le rap et c'est surtout dans le quartier des résidences en fait on a beaucoup plus de participants dans ce domaine-là. On sait que la danse, ça intéresse beaucoup de gens. Tout le monde danse, soit en boîte, soit dans les balles. On s'est dit pourquoi pas concourir. En fait, on sait que beaucoup de gens dansent qui, pour une fois, montrent aux autres ce qu'ils savent faire. Le jury est composé de personnalités du quartier, essentiellement. Hein. Nous avons la conseillère cantonale du quartier des résidences Est, qui est Madame Marin-Moscovic. Nous avons le prêtre de la paroisse voisine, Monsieur Ulysse Gauthier. Nous avons le professeur de danse, par exemple, François Garaudy. Moi-même, je serai membre du jury et d'autres personnalités, professeurs de danse, etc. Une comédienne également, qui tous travaillent plus ou moins dans le quartier. On a eu des lots, on a demandé une participation, donc on a des lots européennes, Territoire de musique, qui va nous offrir aux gagnants du groupe jeunes et adultes des places aux européennes. Le théâtre Granit qui nous a offert 24 places pour le théâtre, donc c'est 24 places au choix. Nous avons les magasins Cora, Nouvelle Galerie, Gilles Lafont, Sport 2000, qui nous offrent des lots, hein, des pins, des t-shirts, etc. Donc on a pour principe aussi de récompenser tous les jeunes, en fait, la catégorie jeune, puisqu'ils ont quand même fait un effort d'organisation. C'est le 26 juin, donc le samedi 26 juin à 21h. À partir de 21h et jusqu'à Jusqu'à minuit, pas plus, parce qu'on risque d'avoir des problèmes avec les voisinages. On continue. Monsieur Bobby, garagiste et organisateur de la 5e concentration des véhicules américains et hors du commun, nous parle de sa passion pour les voitures américaines et vous donne tous les renseignements concernant le bon déroulement de cette fête. Fête à ne manquer sous aucun prétexte. Ça va dégommer. Je suis Monsieur Bobby, je suis réparateur automobile. La passion de l'américaine me tient depuis toujours, comme qu'il en soit. Tout enfant, j'achetais déjà des miniatures de style américaine. Et depuis, après, à l'âge de 18 ans, j'ai dû passer au vrai, hein, bien sûr. Voilà, je me suis présenté. Moi, je suis Bobby Rosine, femme du garagiste. Je suis dans ces délires. Je suis trésorière de ce club. Et moi, je suis Madame Pelletier Chantal, secrétaire du club. Supporter. Je suis supporter du club parce que moi, je vais depuis la Suisse. Je faisais partie d'un club en Suisse. Alors moi, c'est Thierry Joly, je suis secrétaire du club aussi. Alors, la manifestation, c'est la 5e. On a donc commencé en 88 avec 120 véhicules exposés pour la première. Et cette année, on va environner les 600 ou peut-être même les passer. Donc on a une progression qui est honnête. Donc ça se déroule les 26 et 27 juin de cette année au stade Pierre Maigret de Betoncourt. Le programme, ces dames vont vous le donner. Alors, ouverture au public à 14h, animation diverses, course de cache-culbuteur, course de ralenti, burn-out, arbre à saucisse. Le soir, toujours le samedi, sur écran géant, rock'n'roll, show Eddie Mitchell avec Michel Steff. Par Michel Steff. Oui. JB, le charme et la mode au rendez-vous. Concert country rock avec les rebelles. Dimanche 27, ouverture au public à 10h. Animation permanente. Jeux, élections, Miss T-shirt mouillé et rock acrobatique avec l'école de danse Weber. Remise des prix vers 18h. Prix de l'entrée 30 francs. L'historique du club, c'est tout simple. Le club, on a eu l'idée du club en 1988. Pour la bonne raison, c'est que de l'américaine, il y en est arrivé en gros paquet dans notre coin et on roulait toujours ensemble. Donc on faisait des cruisings assez importants et de ce fait, on a eu l'idée, puisqu'on roulait groupé, de se grouper toute l'année. Le club donc date maintenant de 3 ans.
avec 86 membres, je crois, et 130 véhicules. Alors, dans ce club, notre passion première, c'est de faire une concentration. Une concentration de véhicules américains est hors du commun. Un vrai show à l'américaine avec le spectacle, le défilé de sous-vêtements féminins et tout, c'est vraiment une totale. Et bon, il se déroule bien entendu d'autres manifestations qui tournent autour de l'automobile dans notre région, mais la nôtre est vraiment la seule, le vrai show américain, quoi. Roger Comte, peintre de renommée locale, nationale et internationale, nous parle de sa passion pour la peinture, mais aussi de la création prochaine de la maison Roger Comte, musée qui devrait ouvrir prochainement ses portes au public et où vous pourrez rencontrer ce peintre hors du commun. Roger Comte, c'est déjà un personnage. C'est un peintre connu sur la région de l'aire urbaine, connu sur le plan national et connu sur le plan international. C'est un peintre qui je dirais, n'a pas su se vendre, comme savent se vendre les peintres, ou tout du moins un certain nombre aujourd'hui. C'est un peintre d'une autre époque. C'est l'artiste comme on doit considérer un véritable artiste. Il a habité cette maison durant de très longues années. Un demi-siècle. Un demi-siècle. Un demi-siècle. 5 ans à Paris, et puis après je suis revenu ici. Donc il a transformé cette maison. Il en a fait quelques pièces qui seraient sûrement très dures à habiter. Moi, je n'ai été ici qu'un passager, puisque la maison ne m'appartenait pas, c'était la propriété de mon épouse, mais laquelle avait toujours voulu que cette maison soit sauvegardée, et son but, mais c'est vrai, là, c'était son désir le plus fervent, c'est d'en faire don au pays, à la commune, afin que cette vieille demeure qui a à peu près 150 ans conserve à jamais le souvenir de peut-être de deux idéalistes qui avaient laissé là un peu la trace spirituellement de leur pas. Je me suis engagé il y a un demi-siècle à sauver cette maison à tout prix. Alors, monsieur le maire d'Hérimoncourt, qui m'a combien de fois sauvé la situation, parce que la maison a été absolument encerclée de créanciers. J'avais des huissiers, les meubles devaient être vendus, et on ne crut que j'avais, tout au moins dans ma tête, que j'avais tracé un cercle diabolique que personne ne pouvait franchir. Eh bien, la maison a été sauvée. Elle a été enfin sauvée. Parce que il fallait que ça ne pouvait être fait autrement. J'ai connu Hérimoncourt. On était encore presque à l'âge de pierre. Maintenant, non mais c'est... C'est incroyable les transformations qu'il y a eu. Maintenant, un musée va se faire, ben, ma foi. Je ne puis rien faire. Je peins. Alors un jour, nous avions fait une porte ouverte ici. Faisait un temps démentiel, vraiment. Nous pensions que nous aurions peut-être personne. Nous avons eu 7500 personnes en une semaine. Alors que voulez-vous que je vous dise de moi? Ce serait ridicule. À l'exposition des portes ouvertes, un couple très important, un monsieur magnifique, est venu vers moi. Oh mon Dieu, je me sentais minuscule. Il me dit, monsieur, j'ai un ami peintre qui vend ses toiles 50 000 francs du point. Et en me regardant d'un air très supérieur, il me dit, et vous, monsieur, quelle est votre cote? Alors j'ai baissé humblement les épaules, je me suis fait tout petit, puis j'ai dit, monsieur, je ne suis pas coté à l'Argus. Je peins parce que je ne peux rien faire d'autre. Alors certains me disent, oh,
c'est de la... Comment appelle-t-on vous êtes un mélogame. Ça me fait marrer. Un mégalo. Un mégalo. Vous êtes... oh non mais... Remarquez, si maintenant je cours après mes mots et je galope après mes phrases, c'est pas de ma faute. J'ai quand même 80 ans. Hein. Je me peins parce que quand j'ai besoin d'un modèle, je suis là. Puis suivant les circonstances. Suivant les circonstances. Faites-moi un magnifique cadeau, vous allez voir. Je vais avoir un sourire hilar qui va me traverser la figure. Je vais me peindre dans des couleurs jaune, orange, ce qui traduit la gaieté. Moi, je ne suis rien. Hein. Bon, je disparais. Et je peins. Mais je ne sais pas ce que je peindrai demain. Mais si j'ai la possibilité de faire quelque chose et que ça me plaise, eh bien là, je n'ai pas à l'expliquer, cette peinture-là. Je n'appartiens à aucune école. Aucune mode. Je reste indépendant. Je respecte tout le monde. Je veux simplement continuer jusqu'à mon dernier souffle, comme ça, tranquillement. Mais mes peintures et ma peinture, je pense que là, c'est comme la musique, c'est en vous, ça vous habite, c'est tout. C'est rien d'autre. Moi, j'ai travaillé, j'étais manœuvre chez Peugeot 300, j'ai fait les 3 équipes, j'ai fait un tas de trucs. Et puis peu à peu, ça a germé. Et puis j'ai construit ma peinture, ou plutôt, elle m'a reconstruit, j'ai trouvé. Et maintenant, je vois venir vers moi des amateurs très, très timides. Ils me disent, vous allez vous moquer de moi, qu'est-ce que vous allez penser? Non. Je leur dis simplement, je ne peux pas, je ne suis pas à même de vous critiquer parce que je n'en sais pas plus que vous. Seulement, je marche depuis 50 ans là-dedans et c'est tout. Hein. On ne peut pas l'exprimer, je ne peux pas dire. Je ne peux pas le dire, mais cette maison-là, vous verrez, la chapelle, le musée, il y aura un rayonnement extraordinaire. Et ça, je vous le promets. Voilà, les infos de Gênes, c'est fini. Bon, il y a plein de choses que Gênes aurait pu faire mais n'a malheureusement pas eu le temps de faire. Une rubrique poésie par exemple. Jérôme va vous expliquer de quoi il aurait pu s'agir. Dans toutes les émissions de Gênes, il devait y avoir, avant de dire au revoir, un de vos jolis poèmes. Cela ne s'étant pas fait, à notre grand regret, aujourd'hui Eugène a décidé de nous les faire partager. Explication de texte. Dans toutes les émissions de Gênes, ça c'est clair, il devait y avoir, mais il n'y a pas eu, avant de dire au revoir, parce que bientôt on s'arrête, un de vos jolis poèmes. Un de vos jolis poèmes. Eugène voulait, tout au long de ses émissions, vous faire partager des poèmes de gens de la région, des amateurs ou des professionnels. Parce que Eugène voulait faire une rubrique poésie pour faire connaître des amateurs, des poètes de la région et des professionnels. Au revoir. Eugène voulait vous faire connaître tout au long de ses émissions des poètes de la région, des poètes amateurs, des poètes professionnels. Bon. Cela ne s'étant pas fait par manque de temps, à notre grand regret, et je vous jure, on en a, aujourd'hui Eugène a décidé de nous les faire partager, les poèmes. Bon, alors c'est moi qui présente cette rubrique. J'ai choisi quelques poèmes et premièrement, je vous présente un des miens. Rire pour pleurer d'une photo absurde quand elle parle de nous, des parcelles du monde,
Et le ciel s'est ouvert comme ça, comme une enfant à genoux dans l'herbe, qui pense que la pointe des arbres, des nuages, n'est qu'un déséquilibre, comme une toile de Degas à l'envers. L'enfant n'a pas d'âge et tout déborde des yeux, la rage, l'amour, la pluie. Rire pour pleurer d'une photo absurde quand elle parle de nous, du ciel, des parcelles du monde. Immense pour elle l'enfant, immense la photographie qui n'est que l'horizon pâle en pleine figure, sans arc-en-ciel. Juste un peu de vent qui fatigue ses cheveux longs. Et maintenant, à vous. Lueur scotchée au paragraphe entre la jouissance et l'altitude d'une autre. Les sons qui chavirent roulent jusque sous. La lumière est égrenée en immense traînée exaltante. Tout instant m'ayant ne serait-ce qu'effleuré ces fleurs translucides, tout me paraît effroyable en beauté. La magnificence se répand sur mon sol, le mien. La réalité, ma présence m'aveugle. Suis-je une particule du monde ? Alors dans ces instants-là, la fugitivité se dissimule jusqu'à la non-existence, dans le portant de l'immédiat. 3 flammes suffisent à noyer le reste de regrets et de peur, d'oubli, les granulés mystifiés de l'horreur. Comme une brume de la couleur, sa couleur, celle qui a coulé, s'est feutrée pour n'arriver à nous que merveilleuse, vraie. Le vrai ne peut être que merveilleux, puissant, même par son obscurité, comme les illusions des pétales de rose rouge et bleue. Nos illusions perdues nous masquent le soleil et fait surgir nos larmes froides. Un oiseau naît et un autre meurt, et notre ignorance nous tire le cœur. À défaut du silence, on s'imagine un paradis artificiel, mais notre espoir reste encore bloqué entre la peur et le ciel. Espérant que la lune nous protège et que le temps efface notre tristesse, on prie nos dieux imaginaires afin que le fleuve apaise notre soif. Pourquoi tant de fleurs fanées, de vies éphémères, alors que les bleus des cieux restent inchangés d'hiver en été? Il y a des monstres dedans, dans nos corps sans bruit. Il y a des monstres depuis que nous avons joui dans l'herbe fleurie. Croix de lune. Sac de lune. Abricot. 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 Croix de lune. Sac de lune. Abricot.